Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se présenter, j'ai même pas eu le temps moi de me présenter envers vous-même. C'est vrai qu'il y en a qui me connaissent pas, il y en a certains qui me connaissent. Pour me présenter, je m'appelle Sonny Pivnica, j'ai 30 ans. J'ai fait un parcours lycée assez basique, plutôt dans la électrotechnique. C'est vraiment un bac pro, enfin tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai évolué, j'ai fait STAPS. Après STAPS, donc j'ai voulu devenir professeur d'EPS. Je suis devenu professeur d'EPS. Pas très longtemps d'ailleurs, j'ai duré grosso modo, j'ai fait 5 ans dans l'éducation nationale. Une fois que j'ai fait mes 5 années, j'ai décidé de démissionner. Parce qu'il y a eu plusieurs raisons par rapport à ça, notamment en termes de temps, d'argent, parce que limite je passais plus de temps sur les routes que devant les élèves. Donc voilà, et en fait en parallèle de mon métier d'enseignant, j'ai créé une première école qui s'appelait Capou Capeps. Cette école-là existe toujours d'ailleurs, et où je vends des fiches de formation, des fiches à la fois de révision, pour aider les étudiants à devenir professeurs d'EPS aussi à leur tour. Donc c'est des fiches assez simples, c'est des fiches pour réviser le CAPEPS, des formations même, on est 12 formateurs au total. Bon bref, ça s'est bien développé. Pour aller plus vite après par rapport à ça, j'ai continué. Donc j'ai généré de la trésorerie avec Capou Capeps, ce qui m'a donné donc l'envie d'investir justement avec Capou Capeps. Donc j'ai pris mon argent perso quand j'étais en micro-entrepreneur et donc forcément ensuite j'ai investi en bourse. Je me suis formé par rapport à ça. Et comme j'ai un peu un rapport toujours dans la pédagogie que j'adore, donc c'est comme ça qu'est né Sequoia. Le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment construire son premier portefeuille en bourse. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez plusieurs types d'actifs, ETF, actions. Certains d'ailleurs d'entre vous investissent déjà sur les actions, suivent certaines stratégies, mais vous allez voir qu'il y a certaines stratégies qui se ressemblent, qui reviennent régulièrement. Mais juste avant ça, j'aimerais aussi vous présenter un petit peu ce que j'ai réalisé du coup sur un an. Alors sur un an, ça va jouer sur quelques jours près parce que sur l'application sur laquelle je suis, on n'a pas vraiment des performances exactes, on ne peut pas mesurer exactement à telle date à telle date. Sinon du 3 octobre, bon, voilà, à quelques jours près, du 3 octobre au 1er octobre 2024, donc 2023-2024, on a réalisé une performance sur un an de environ, je dirais, 23,30%. Donc c'est plutôt correct, sans les dividendes, bien sûr, ça ne prend pas en compte les gains en dividendes que j'ai reçus. Mais voilà, grosso modo, en gros, le portefeuille évolue plutôt bien. Je vais vous montrer aussi, vous allez voir que là, il y a plusieurs, en gros, il y a eu des grosses baisses, hein, bien sûr, au niveau du portefeuille. Et là, franchement, on s'en sort, je m'en sors plutôt pas trop mal. Je vais vous expliquer en fin de compte comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de performance-là en bourse. Pour vous présenter globalement mon patrimoine sur ce que j'ai fait en bourse à l'heure actuelle, donc je reprends toujours depuis le début de l'année. Donc là, on reste sur 2024. Donc ça prend en compte les plus-values latentes. C'est-à-dire quand vous investissez en bourse, vous avez forcément un prix d'achat sur votre action. On prend par exemple Apple, vous l'avez acheté à 80 $. Peut-être que X mois après, ça passera à 100, 110, 120, 100, etc. Donc ça prend en compte bien sûr la plus-value latente. Donc ce que j'ai réalisé en août, alors j'ai pas pris septembre parce que à l'heure actuelle, il faut que je le mette à jour. Mais à mon avis, on tourne aux alentours de 190 000 à chaque fois. Parce qu'en termes d'investissement, je maintiens assez haut. Donc ça évolue progressivement et en fin de compte, j'ai un objectif aussi que je partage avec mes abonnés, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en 2034, je me suis fixé un peu l'objectif fou d'avoir 1 million de patrimoine, mais juste en bourse. C'est-à-dire pas sur l'IMO, pas sans emprunt, c'est vraiment sur du patrimoine bourse. Donc ça, c'est l'objectif. Il va falloir respecter certaines règles et que je vais vous partager justement au sein de cette vidéo. Concernant, alors le disclaimer, bon bien sûr on va le faire vite fait, mais voilà, tout ce que je vais vous présenter ici ne représente pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches aussi à côté, c'est important. Alors pour vous partager ma stratégie globale, alors moi j'aime bien appeler ça, c'est un écosystème. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place en bourse, vous allez voir que ça va servir à différentes choses. Justement, on va y venir sur un écosystème financier, ce que j'appelle. Donc ma stratégie globale, ça va reposer en 3 piliers. Vous avez le premier pilier qui est juste ici, donc ça va être les ETF. Donc ici, si vous voulez, c'est comme si imaginez que on va prendre, j'aime bien prendre toujours le cas de l'immobilier, vous avez un terrain, voilà, quand vous construisez, je sais pas, votre maison, l'objectif c'est vraiment d'avoir un terrain qui est assez plat, qui est assez stable, qui est assez, voilà, sur lequel vous pouvez construire des choses. Donc les ETF, ça va vous permettre de construire cette première base. Ensuite, vous avez la stratégie donc action, c'est-à-dire qu'une fois sur les ETF que vous avez investi dessus, qui est plutôt passif, vous pouvez donc aller sur, moi en tout cas c'est ce que je fais, vous pouvez partir ensuite sur des actions, c'est plutôt semi-actif, c'est une gestion qui est un peu plus active que les ETF. Et ensuite la troisième, ça aussi on va y venir, c'est sur les dividendes. Ensuite, selon bien sûr, avant de construire, donc on va revenir plus tard sur ma stratégie globale, je vais vous détailler un petit peu donc les ETF, les actions, etc. pour que vous compreniez un peu plus en détail. Sinon, avant même de construire votre portefeuille en bourse, vous devez absolument être clair aussi sur votre horizon de temps. C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous investissez, quel est votre objectif à court, moyen, long terme. Tout ce qui est court terme en bourse, moi je fais pas. C'est-à-dire que les études nous l'ont montré, souvent sur des études académiques sur 50 ans, sur 100 ans, on a vraiment vu qu'en fin de compte sur le long terme, la bourse est gagnante. C'est-à-dire sur plus de 20 ans, on a eu des statistiques au niveau de BlackRock et de JP Morgan qui ont dit qu'avec le S&P 500, sur plus de 20 ans, c'est 0,01% de chance de perdre de l'argent sur
plus de 20 ans. Donc en termes de statistiques, on est plutôt bon. Il y en a d'autres qui se croisent. Mais j'aime bien quand j'investis en bourse d'avoir toujours des statistiques sur lesquelles m'appuyer sur ce qui a été fait. Sur du moyen terme ensuite, entre 1 et 5 ans, ça va être plutôt moi ce que j'appelle sur du stock picking. C'est-à-dire du stock picking, on va choisir des actions individuelles. Cependant, d'accord, je dis bien cependant, ce n'est pas cloisonné. C'est-à-dire entre 1 et 5 ans, vous pouvez très bien garder des actions sur plus de 20 ans. C'est ce que je fais avec certaines actions que je vais vous montrer également au sein de cette vidéo. Actions plus ETF, ça c'est sur plus de 20 ans. Voilà, comme je le dis, vous pouvez mélanger actions et ETF. Mais les ETF, pour moi, ça se met jamais dans cette case-là. C'est-à-dire que si vous achetez des ETF et que vous souhaitez répliquer un indice boursier, donc un indice mondial, style S&P 500, CAC 40, ça va être sur du long terme. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Ensuite, vous avez l'investissement selon votre gestion. Est-ce que vous voulez que ça bouge dans votre portefeuille? Est-ce que vous voulez suivre vraiment les infos, les news? Est-ce que vous voulez passer 2 heures devant les écrans chaque jour, essayer d'analyser chaque entreprise, etc. C'est pas mon kiff. Donc ici, moi, je l'ai plutôt mis dans la catégorie trading. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment essayer de choper ce qu'on appelle les petites fluctuations au niveau du prix de l'action. C'est-à-dire, il y en a qui vont jouer sur ce qu'on va le voir tout à l'heure, ça va être sur du scalping. C'est-à-dire des gens qui vont essayer à 1 minute, ils achètent à, je sais pas, à 10h01, ils vont revendre à 10h03. Donc ils vont jouer sur des micro-mouvements. Souvent c'est sur des paires de trading, sur des paires de devises. Et vous avez la gestion semi-passive, où là, moi, j'ai des actions à dividendes, et la gestion passive, ça va être sur les ETF. L'investissement aussi, ça va dépendre de votre seuil d'aversion au risque selon la volatilité. Donc la volatilité, moi j'aime bien dire, c'est la force de mouvement des prix par rapport à une moyenne. Donc vous avez sur 7 jours, on sait que la bourse, sur le court terme, ça bouge beaucoup plus. Sur 7 mois, ça va commencer à se tasser. Tout va dépendre des actions, d'accord? Je dis pas que c'est une règle qui passe partout, mais sur 7 ans, on voit que vraiment, par contre, la volatilité se tarit. C'est-à-dire qu'elle s'aplanit, ouais, voilà, elle se lisse. C'est ce que je vous ai mis juste derrière. Voilà, c'est ça la volatilité. Vous avez la tendance du marché, donc sur le long terme. Vous avez, pour une forte volatilité, c'est-à-dire que ça va bouger fortement, ça va être les grands 8, d'accord? Vous imaginez un grand 8. Et une faible volatilité, là, concrètement, ça va s'aplanir, d'accord? Ça va se lisser. Donc là, forcément, pour les profils qui sont plutôt, voilà, je veux garder mon argent, je veux pas que ça bouge de trop, vous pouvez. Donc voilà. Quel est votre seuil? Est-ce que vous voulez voir que ça bouge beaucoup dans votre portefeuille ou est-ce que vous avez plutôt une vision long terme? Ça, c'est toujours encore une question de temps. Ensuite, je vais revenir sur ma stratégie donc concernant tout ce qui est piliers. Donc premièrement, les piliers ETF. On va y revenir, vous inquiétez pas sur les ETF, qu'est-ce que les ETF, qu'est-ce que sont des actions, etc. Donc ici, ça va être l'objectif, ça va être de bâtir un terrain passif. La force des ETF, c'est vraiment que ça va vous permettre de vous diversifier en un seul achat. C'est-à-dire vous achetez un ETF, vous pouvez soit du MSCI World qui va répliquer le monde entier. Souvent, c'est 1436 entreprises. Il y a certains indices, certains fonds de gestion qui proposent 1390, ça va dépendre en fin de compte. Et ça va vous permettre vraiment de vous diversifier, voilà, et d'avoir de la performance. Je dis bien performance entre guillemets, d'accord, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais vous avez, voilà, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a des données historiques qui sont très intéressantes. Sur le MSCI World, je crois que c'est sur 43 ans, c'est du 9,14% par an en moyenne, plutôt sympa. Donc vous pouvez, voilà, il y a quelques exemples. Vous avez sans rien faire, tout à fait. Vous avez du S&P 500, donc vous avez Nasdaq 100 qui est connu, vous avez aussi du MSCI World. Ensuite, le deuxième pilier qui vient s'y rajouter, vous voyez, regardez en bas, donc vous avez les ETF, d'accord? On garde toujours la base des ETF. Et en fait, moi, ce que je viens rajouter, ça va être les actions. Donc en fait, vous imaginez, les actions vont venir rajouter de la performance. Quand vous comparez, bien sûr, Mastercard et quand vous comparez un ETF S&P 500, c'est ridicule. Mastercard, ça a explosé. Quand vous comparez les deux sur une période de 20 ans, Mastercard, c'est dommage, je vous ai pas montré la diff, mais elle est stratosphérique. Donc en fait, vous voyez qu'il y a certaines actions qui peuvent vraiment vous proposer vraiment de la grosse perte. Donc l'idée, premier terrain, on bâtit le terrain passif avec les ETF, c'est ce que je fais. Et ensuite, je rajoute des actions sur mon terrain avec LVMH, Mastercard, MSCI ou Evolution AB. Pilier numéro 3, les dividendes. Alors là, ça va créer des débats. Il y en a beaucoup qui sont pas d'accord sur les dividendes, mais ça aussi, on pourra y revenir si vous voulez. Mais en gros, l'objectif, c'est de créer un troisième étage de richesse qui va venir en fait créer des revenus passifs. Donc c'est-à-dire que vous allez réinvestir vos dividendes et augmenter ce qu'on appelle aussi le rendement sur coût. Le rendement sur coût, on va y revenir aussi un peu plus tard. Mais vous avez quelques exemples. Voilà, vous avez McDonald's, vous avez Rate Income. Rate Income, c'est pour ceux qui sont intéressés sur l'immobilier papier. Les rates, en fin de compte, c'est une action c'est une entreprise cotée en bourse qui va venir donc acheter des biens immobiliers. Donc là, vous en avez plein. Vous avez par exemple Rate Income, c'est plus sur les centres commerciaux. Vous n'avez pas bon après bien sûr vous avez Coca-Cola. Mais voilà, vous avez vraiment 3 étages en fin de compte qui viennent se rajouter pour créer en fin de compte votre richesse sur le long terme. Moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et je vais vous montrer ensuite ce que ça permet de faire. Donc globalement, en fait, c'est ça. Donc ma stratégie me permet de créer une richesse sur 3 étages. En tout cas, je suis persuadé que oui. Les ETF pour me diversifier et avoir de la performance, donc pour lisser tout ça, pour vraiment me construire une base solide. Les actions de qualité pour booster la performance globale, donc ça va être ici. Et vous avez les dividendes et le rendement qui est croissant pour rajouter à chaque fois. Et en fait, les dividendes, ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre d'alimenter aussi d'autres
vos autres catégories d'actifs. C'est-à-dire vous recevez vos dividendes. Je sais que peut-être que dans mon portefeuille, je suis moins pondéré sur les ETF. Bah pourquoi pas mes dividendes, je viens les réallouer sur mes ETF pour justement renforcer cette colonne-là. Si tu es intéressé pour construire et bâtir un portefeuille d'ETF solide sur le long terme, apprendre à sélectionner par toi-même les ETF pour t'enrichir sur le long terme, eh bien, tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit avec moi ou avec un membre de mon équipe. C'est juste en bas, c'est le premier lien dans la description. Je t'attends si tu es intéressé à bâtir ton avenir financier avec la bourse. Alors justement, on va revenir sur le portefeuille d'ETF. Pour ceux qui pour les moldus, pour les ETF, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est tout simplement, vous imaginez, c'est extrêmement simple. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du paquet de bonbons. Vous aimez les Haribo, vous aimez les bananes, vous aimez les Schtroumpfs, vous aimez tout ça, ok? Vous voulez prendre dans un paquet de bonbons, bah vous achetez ce paquet de bonbons là. C'est exactement pareil avec un ETF là. Quand vous achetez un ETF, vous achetez un panier d'actions. C'est-à-dire dans un ETF S&P 500, vous avez du McDo, vous avez du Apple, vous avez du Mastercard, vous avez du Berkshire Hathaway, bon bref, vous avez plein d'entreprises comme ça. Et sur du CAC 40, eh bien voilà, CAC 40, vous allez avoir du Total Energy, du Hermès, du LVMH, etc. Donc le but simplement, c'est de viser à reproduire l'évolution de l'indice boursier, donc la performance des entreprises. Donc c'est vraiment un moyen de se diversifier sans se prendre la tête. Donc voilà, par exemple, ici on a le S&P 500. Donc ici j'ai mis Max, alors c'est sur Google, ça c'est sur Google tout simplement. Hein. Donc ici on voit pas la date, c'est pas très précis, mais je vais vous montrer d'autres dates juste après la diapo, vous allez voir. Mais voilà, on a de belles performances et l'idée c'est pour vous montrer voilà sur quoi est-ce qu'on est exposé en fin de compte sur les S&P 500. Et en gros, vous avez des 0,5, 0,8, 6,7, ça en gros c'est la pondération. D'accord, vous imaginez qu'il y a plus de Schtroumpfs dans un paquet, bah parce que c'est les meilleurs. Peut-être voilà, c'est les meilleurs ou peut-être que plus Haribo, etc. Enfin je sais pas, plus de fraises Tagada. Et bien du coup sur Apple, voilà, on va être mieux pondéré. Pourquoi? Parce que Apple possède une meilleure performance en tout cas que les autres entreprises. Du coup on vient surpondérer sur Apple. Pour vous donner globalement ce qu'on a sur les données, alors ça bien sûr c'est sur internet, vous pouvez le voir très simplement, mais depuis 1923, donc en fait sur 100 ans, d'accord, donc là j'ai pris sur un siècle, la performance moyenne du S&P 500 est de 10,46% par an. Alors bien sûr c'est hors inflation, d'accord. Si on prend avec l'inflation, ça doit être aux alentours de 9%, donc c'est quand même correct, d'accord. Donc sur 100 ans, on a des bonnes choses. Concernant les ETF, c'est aussi un choix de votre style d'investissement, c'est-à-dire que vous pouvez investir à la fois sur des ETF de gamme marché, sur des classes d'actifs, sur des ETF thématiques et des ETF de gamme dividende. Vous pouvez en gros, des ETF, c'est pas juste un indice boursier mondial, d'accord, de certains pays, vous pouvez aussi investir sur d'autres classes d'actifs. Par exemple, premièrement, vous avez le marché. Le marché, vous pouvez investir soit sur le continent américain, enfin, vous allez voir que du coup, il y a plusieurs. Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes capitalisations d'Amérique. Vous avez le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, ici, c'est les 100 premières entreprises technologiques aux États-Unis. Vous avez le CAC 40, donc ici c'est en France. Vous avez l'Eurostop 600, ici c'est l'Europe. La Mundi Emerging Markets, ça c'est les pays émergents. Mais voilà, bref, vous pouvez vraiment vous diversifier en gros sur, et si vous voulez pas vous prendre la tête, bah, vous avez celui-là. C'est le PEA Monde. Donc le PEA Monde qui est aussi, voilà, qui réplique il y a 1400 entreprises en gros dans un MSCI World, donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez également acheter de l'or, alors répliquer plutôt le cours de l'or avec un iShares Physical Gold. Donc vous pouvez également répliquer le cours de l'argent. Donc ça c'est aussi intéressant. Voilà, si vous pouvez diversifier, on sait qu'en période d'inflation, l'or c'est très intéressant. Là on voit que l'or avait repris un petit peu, même en termes de crise économique, quand on a des soupçons de crise, eh bien c'est intéressant d'avoir de l'or aussi dans une petite ligne, voilà, dans un portefeuille de bourse. Vous pouvez avoir moi je sais que j'en ai pas, mais souvent on conseille entre 5 et 10% dans votre portefeuille. Ensuite vous avez également des ETF thématiques. Alors thématiques, je vais préciser certaines choses. Vous pouvez investir sur l'eau, sur l'énergie verte, pour ceux qui sont intéressés par la transition énergétique. Par contre, moi ce que j'aime pas du tout, c'est les ETF industriels. Parce qu'en gros, quand on achète un ETF, l'objectif c'est quoi? C'est d'être diversifié. C'est-à-dire qu'on achète un ETF, on est diversifié. Sauf que le problème avec l'industrie, c'est que quand vous avez une crise industrielle, mais en fin de compte, votre ETF il n'est pas diversifié. Quand vous prenez une industrie de voitures électriques, si tout le secteur électrique prend cher, bah là votre ETF va chuter de plein fouet. Alors que quand vous êtes sur une mondiale, ça peut peut-être toucher, enfin moi je vois mal l'Amérique l'Amérique c'est toujours relevé sur plus de 100 ans, mais si on a une crise sur une industrie, c'est plus localisé. Donc là sur votre portefeuille, vous pouvez prendre un peu plus cher. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop viser des secteurs ou des industries. Voilà. Alors oui, juste peut-être sur les dividendes au niveau des ETF, pour revenir par rapport à ça, dans les ETF vous avez deux types de distribution. Vous avez soit des ETF qui sont distribuants, c'est-à-dire que les actions que vous allez avoir à l'intérieur de votre portefeuille, enfin à l'intérieur de l'ETF, vont être soit distribuées à l'actionnaire. Donc si vous êtes porteur d'ETF et qui est distribuant, vos dividendes sont versés à l'actionnaire. Donc du coup en fait c'est un peu une phase de rente, d'accord, c'est pour un profil d'investisseur comme ça. Ou soit vous avez capitalisant. Ici,
les dividendes sont réinjectés au sein du fonds et en plus, ce qui est bien par rapport à ça, c'est que vous n'êtes pas imposé. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez des ETF sur un compte titre ordinaire. Normalement, quand on reçoit les dividendes sur un compte titre ordinaire, on est imposé à 30%. Là, sur les ETF capitalisants, les dividendes que vous recevez ne sont pas imposés parce que c'est le fonds qui gère les dividendes à l'intérieur. Donc c'est intéressant aussi pour accélérer, justement, faire fonctionner les intérêts composés et aller beaucoup plus vite sur la construction d'un patrimoine sur le long terme. Concernant les stratégies de portefeuille, les exemples, donc encore une fois, je le dis bien, c'est pas un conseil en investissement, d'accord? C'est vraiment moi ce que je fais personnellement. Donc première stratégie pour ceux qui sont intéressés sur le portefeuille à dividendes, c'est-à-dire créer des compléments de revenus tout en se diversifiant sur plusieurs entreprises. Parce que forcément, quand vous achetez une action individuelle, bah, vous êtes juste sur une action qui vous verse des dividendes, mais si cette société, je sais pas moi, il y a un problème dans la gestion, il y a un problème de trésorerie, bah, ça peut vous faire très mal. Là, l'idéal en fin de compte, bah, c'est d'avoir un ETF qui possède plusieurs entreprises et qui vous verse des dividendes. Donc là, vous allez avoir entre 2 et 3% par an. Sur ces ETF là. Mais voilà, moi ce que j'aime bien, c'est de faire par exemple un FTSE All World, c'est-à-dire ici vous allez, bon, le All World à chaque fois en fait on dit que c'est le pays, c'est tous les pays, mais vous allez voir qu'en fin de compte le All World il est composé à 70% d'US quoi, donc c'est pas vraiment All World, il y a 30% ailleurs, mais c'est pour ça que j'aime bien aussi allouer ensuite un petit peu, pourquoi pas sur de l'Europe, d'accord, voilà, ce sont des exemples. Ça c'est pour ceux qui souhaitent créer des compléments de revenus, voilà, vous voulez avoir des revenus passifs un peu chaque mois, et vous avez différents, voilà, vous avez ce type d'exemple. Vous avez deuxième stratégie, ça va être de viser le monde. Donc c'est-à-dire que ici, l'objectif c'est de diversifier et de s'exposer aux plus grandes entreprises du monde en un seul achat. Donc en un seul clic, ça prend 30 secondes, même pas. Donc l'idée c'est de vraiment réduire en fin de compte vos risques en vous diversifiant sur un maximum de pays. Donc ici, l'idéal c'est de faire un BNP Paribas par exemple, ici c'est ce que je fais. Vous avez le iShare Core Emerging Market, donc pour les pays émergents, et vous avez l'Europe. Donc en fait là vous êtes vraiment diversifié, voilà, sur plusieurs continents. Je mets plus d'États-Unis, pourquoi? Parce que quand on compare la performance États-Unis-Europe, ça n'a rien à voir. Donc voilà, mais c'est bien diversifié aussi. Vous avez, pour ceux qui sont pour le PEA, ce qui peut être intéressant aussi, c'est le portefeuille lazy. Donc vraiment, je débute dans l'investissement, je veux pas me prendre la tête, je commence tout juste, voilà. C'est de faire donc soit un MSCI World, soit un BNP Paribas Easy S&P 500. Donc là, vous allez me dire sûrement pourquoi pas les deux. Je vais vous montrer pourquoi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fin de compte, le MSCI World et le BNP Paribas ici, S&P 500, vous avez quasiment les mêmes lignes au début. Quand vous comparez, c'est exactement les mêmes. En gros, les premières lignes de la pondération de l'indice. Le MSCI World, comme je vous ai dit, il est pondéré à 71% aux États-Unis. Si vous prenez un BNP Paribas, si vous prenez un S&P 500 à côté, ça va faire un peu ce qu'on appelle un doublon. C'est-à-dire que vous allez avoir deux fois quasiment les mêmes lignes. Après, on pourra reparler aussi du système d'auto-nettoyage au niveau des ETF. Le World peut être plus intéressant au niveau de ce système-là. Mais en termes de performance, par contre, le S&P 500 bat le World. Ensuite, on a la stratégie numéro 4, c'est l'éco-responsable. Donc là, vous avez des ETF, par exemple de iShare, Global Clean Energy, où vous allez plus sur des énergies renouvelables, donc voilà, des entreprises qui sont plus axées dessus. Et pourquoi pas, voilà, investir sur un Amundi PEAO, voilà, ce qui peut être sympa aussi. Donc voilà, c'est la personne, je sais qu'il y en a qui sont plutôt friands sur ça, qui veulent avoir un impact positif pour la planète, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a les grands fous, les YOLO, gros YOLO, c'est-à-dire que là, vous allez choisir un Nasdaq 100, donc il faut savoir que quand vous comparez le S&P 500 et le Nasdaq 100, vous avez une grosse différence de performance aussi. Le Nasdaq 100 est vraiment, je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, sur 10 ans, ou même sur 20 ans, il doit y avoir 100% de performance de différence, plus de 100% de différence. Et vous voyez vraiment qu'il y a une diff. Alors après, pour ceux qui veulent jouer vraiment, qui veulent mettre une petite pondération sur votre portefeuille, peut être, ça vous faites ce que vous voulez, mais vous avez des ETF, c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur les ETF que vous sélectionnez. Sur le Nasdaq 100, en fin de compte, vous avez des effets de levier. Effet de levier, qu'est-ce que ça veut dire? Vous gagnez, soit le Nasdaq 100 prend 5% je parle de Nasdaq 100 normal, d'accord? Vous gagnez 5%, vous gagnez 5%. Mais quand vous avez un Nasdaq 100 x2, en fin de compte, vous gagnez 10%. Donc en fin de compte, vous multipliez votre performance par 2. Cependant, vous imaginez bien, ça fonctionne aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous perdez 10% sur le Nasdaq, vous allez perdre 20% avec cet effet de levier. Donc c'est à vos risques et périls, mais ça peut être intéressant si vous voulez booster, avoir une petite ligne de performance en plus sur vos ETF là. Pourquoi la stratégie des dividendes croissants? Ça vous rappelez-vous, vous avez donc les trois piliers d'enrichissement. Vous avez les ETF, c'est la première base, et vous avez les actions. Alors, les actions à dividendes, déjà on va revenir sur le concept de dividende qui est très controversé, mais que j'ai longtemps défendu, malgré moi, mais bon, c'est pas grave. Le dividende est une part détachée des bénéfices d'une société distribuée à ses actionnaires. Vous imaginez Coca-Cola, d'accord? Vous avez plusieurs actions Coca-Cola qui vous versent des dividendes.
d'accord? Un rendement, par exemple Coca-Cola, 3,03% par an. Le calcul est assez simple, retenez bien ce calcul, parce qu'il va être très important pour la suite. C'est montant du dividende divisé par le prix de l'action. Et en fin de compte, vous avez donc les dividendes sont versés aux actionnaires, donc voilà, montant par action, etc. Bon, ça, vous savez comment ça fonctionne globalement. Ce qu'on disait avec Axel justement hier, au niveau des dividendes. Les dividendes, pour moi, alors, c'est pas n'importe quel dividende, attention. Pour moi, je choisis des actions qui versent des dividendes, mais qui augmentent et versent leurs dividendes depuis plusieurs années. C'est-à-dire que si vous prenez juste des dividendes payeurs, ok, c'est bien beau du style Orange. Orange, oui, ça verse des dividendes, mais par contre, en termes de performance, c'est ridicule. Depuis la crise Internet, elle a rien gagné du tout. Donc, en termes de plus-value, je parle. Donc, vous voyez vraiment que les dividendes Grower Initiator, juste ici, surperforment vraiment les autres. Vous avez également, justement, on parlait de risque tout à l'heure concernant la volatilité, vous en rappelez. Il faut savoir que les dividendes, donc Grower et Initiator, toujours, ont un retour plus intéressant que le S&P 500 et sont moins volatiles. Concernant le S&P 500, on est à 17,7. Concernant même les non-dividendes, ceux qui ne versent pas de dividendes, on est à 22,2%, donc plus volatile, c'est-à-dire que ça bouge beaucoup plus en termes de pourcentage. Et concernant ceux qui versent des dividendes, c'est moins. Donc là, je crois que la source c'est Net David Research qui fait pas mal de recherches sur les entreprises qui versent des dividendes. Vous avez également Novo Nordisk. Alors en fait, voilà, c'est pour vous expliquer que c'est des actions à dividendes croissants. Pourquoi croissants? Parce que je choisis jamais mes actions uniquement par rapport à son rendement. C'est-à-dire, je préfère partir d'un plus petit rendement du dividende, mais que vous verrez, in fine, va augmenter au fur et à mesure. Par exemple, vous avez Novo Nordisk ici depuis 2008, c'est une performance juste extraordinaire. C'est-à-dire que ici, alors Novo Nordisk, il faut savoir que ça verse des dividendes depuis 2021, je crois, un truc comme ça. Donc, mais après, vous voyez vraiment, en fait, l'idée, c'est vraiment de combiner à la fois dividendes et de combiner croissance de l'entreprise. Donc, si vous avez, bon, ça, on va passer, d'accord, ce sont les indicateurs que je regarde, et si vous voulez, on pourra revenir dessus. Et justement, j'aimerais vous parler d'un concept aussi qui est très très peu montré et je trouve que peu de personnes parlent, c'est le concept de yield on cost. En fait, sur des actions à dividendes, comme je vous ai dit, les actions qui surperforment, c'est ceux qui augmentent leurs dividendes. C'est-à-dire que chaque année, l'entreprise va augmenter son dividende. J'aime bien prendre le concept de l'immobilier. Imaginez en fin de compte que tout simplement sur l'IMO, un loyer qui augmente de 10% par an. C'est-à-dire on part de 1000, par 2100 euros et ensuite 2200. Et ça chaque année. Je pense que c'est pas possible. Le concept du yield on cost, donc le rendement sur coût, en fait, ça va être de montrer comment le rendement de ton investissement initial augmente avec la croissance des dividendes. Ce critère, il montre donc que ton investissement initial peut devenir plus rentable à fur et à mesure que l'entreprise augmente leurs dividendes. Là, par exemple, c'est avec l'exemple avec Coca-Cola. Coca-Cola, en fin de compte, ça aussi, ça fonctionne pareil. Vous connaissez Warren Buffett, je pense. Voilà, il arrive. Je lui ai dit de venir. Il est un peu de retard, par contre, il m'a dit. Et lui, en fait, il a acheté ses entreprises en Coca-Cola en 1989. Et 1989, il a patienté, donc du coup, si tu veux. Et au fur et à mesure que le montant a augmenté, il se retrouve maintenant avec un rendement par an de 61,12% par an par rapport à son montant initial d'achat. Donc en fait, ça lui donne, voilà, il y a 34 ans, au prix de 3,01 l'action. Et en gros, ça fonctionne également avec d'autres entreprises et avec moins de temps. C'est-à-dire que vous voyez, en 2017, avec Evolution AB, en 2017, a versé un dividende annuel de $10, de 0,10 $. Et en fin de compte, en 2024, elle verse maintenant un dividende de 2,88. Donc vous imaginez donc la multiplication qui se fait maintenant sur le rendement. Et en fait, si on repose le calcul maintenant avec le rendement sur coût, donc c'est-à-dire qu'on va prendre le rendement, d'accord, le rendement ça va être égal à, ça va être votre prix d'achat, d'accord, vous imaginez que vous avez acheté à 6,80 et vous avez le montant du dividende versé en 2024. Si votre prix d'achat ne bouge pas, d'accord, ça bien sûr c'est aussi un paramètre à prendre en compte, si votre prix d'achat ne bouge pas mais que le montant du dividende il augmente chaque année, et bien votre rendement va augmenter. Donc tu vois, c'est ce que je mets juste ici en fin de compte, il est crucial de maintenir le prix d'achat à changer parce que si forcément vous achetez plus cher, le rendement va être plus faible, que forcément votre prix d'achat va augmenter. Concernant ma sphère financière, donc moi ce que je fais personnellement, alors là on sort un peu du domaine de la bourse, mais en gros c'est juste pour vous expliquer voilà mon patrimoine que j'investis en gros sur Sequoia au total. Donc vous avez les livrets et autres, vous avez la liquidité, vous avez la bourse juste ici à 68%, c'est pour ça que je suis très exposé bourse, plutôt crypto, crowdfunding un petit peu et SCPI à 15 000 voilà ici, et donc ça évolue à chaque fois et c'est ce que j'aime bien partager aussi avec mes abonnés pour montrer un petit peu l'évolution. Ça en toute transparence j'essaie de le faire au maximum le mieux que possible sur ça. Et donc pour revenir sinon au sujet, donc bien sûr de ce que je voulais vous présenter, donc vous avez les ETF, d'accord, qui représentent 7 000 € pour l'instant. Comme je vous ai dit, mes actions à dividendes viennent servir en gros un petit peu plus les ETF. Moi j'ai choisi 3 ETF, il y a le Nasdaq 100 et il y a le MSCI Nordic et le FTSE India. Ça c'est plutôt pour vous exposer sur le continent indien. Les actions, bon voilà, je vous en partage quelques-unes, il y a Mastercard, Rate Income, MSCI et vous avez la liquidité, ça c'est le cash disponible pour pouvoir investir sur des opportunités, sur des entreprises qui sont sous-évaluées par rapport au marché, pour pouvoir donc en profiter ou renforcer tout simplement certaines lignes quand il y a des corrections, quand il y a des baisses sur certaines actions. Investisseur, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si maintenant tu veux passer
à l'action, apprendre à ouvrir tes premiers comptes, apprendre à bâtir ton premier écosystème financier pour créer une richesse durable tout en générant des revenus passifs avec les actions à dividendes, avec des ETF, bref, vraiment construire un système qui te permette de faire fructifier ton épargne à partir de zéro, tu peux réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Ça va être le premier lien juste en bas pour réserver un appel de découverte pour qu'on puisse t'expliquer comment fonctionne l'école Sequoia et si cette école est faite pour toi, si tu es intéressé à construire ton avenir financier. Pense à planter ton petit pouce vert au sein de cette vidéo et également à t'abonner à la chaîne de Sequoia pour apprendre gratuitement à investir en bourse. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo investisseur. Que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony, à très bientôt.